Bonjour à toutes et à tous, selon le pays d'où vous nous suivez. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le lancement de la toute dernière publication de l'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée sur l'or, les conflits, la criminalité en Afrique de l'Ouest. En guise de présentation, je m'appelle Mohamedou Kane, je suis chercheur analyste au sein de l'Observatoire des économies illicites de l'Afrique de l'Ouest. Je coordonne également nos activités de recherche au Sénégal et en République de Guinée. Alors que l'or est souvent qualifié de minerai de sang en raison de son rôle dans le financement des conflits, la relation entre le secteur aurifère, l'instabilité et la violence est bien plus nuancée, avec des dynamiques régionales complexes très souvent. Dans de nombreux pays de la sous-région, surtout sahéliens, où l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or est omniprésente, on note une vague croissante d'insécurité et de violence ces dernières années. Et dans le réseau alambiqué d'acteurs, d'activités et de chaînes d'approvisionnement de la région, on trouve des réseaux criminels qui relient les mines locales aux plaques tournantes du commerce international, exploitant le secteur aurifère à des fins de gains financiers et de pouvoir. En conséquence, en Afrique de l'Ouest, l'or est étroitement lié à la survie, à l'argent, au pouvoir et à la criminalité. Et pour discuter de tout ça, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos éminents panélistes qui sont Marcena Hunter. Marcena est analyste principale et responsable thématique des industries extractives et des flux financiers illicites au sein de GI-TOC. Nous avons également Désiré Nikimea, qui est coordinateur national du projet ICSP, Union européenne, chez Alliance pour une mine responsable. Également, nous avons Dr Michel Yoboué. Michel Yoboué est directeur exécutif du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives. Il est également coordinateur de la coalition de la société civile du processus de Kimberley au niveau international. Et enfin, nous avons Kadi Segué. Kadi Segué est directrice de la politique et de la recherche à impact. Un petit rappel avant de continuer. L'interprétation simultanée en français et en anglais est disponible. Veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation à bas de votre écran et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter. Nous demandons également au public de rester en sourdine pendant toute la durée du séminaire. Vous pouvez, bien entendu, au cours des différentes présentations, poster vos questions via la fonction de chat Q&R. Nous y reviendrons à la fin des présentations. Nous vous rappelons également que ce webinaire est enregistré. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Marcena Hunter pour nous présenter les principaux résultats de recherche de l'étude. La parole est à vous, Marcena. Thank you, Mohammed, for the introduction. And thank you, everyone who is joining us here today. I'm Marcena Hunter. As Mohammed said, I'm the thematic lead on extractives at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Today, we'll be presenting our new report that we're launching today, Beyond Blood, Gold, Conflict, and Criminality in West Africa. This report focuses on Mali, Burkina Faso, and Northern Cote d'Ivoire, and is the product of research over the past year and interviews and fieldwork in all three countries, as well as significant desk-based research. The study is also informed by our networks in the Sahel. We have networks in Niger and Chad,
that continue to do really great in-depth monitoring there, as well as past research in the Central African Republic, CAR. And so drawing from this knowledge of these other locations, we're also much better able to analyze and understand what is happening at this confluence in West Africa. Next slide, please. So a really important message that I think comes from this study and that we want to put forth today is moving beyond simplistic blood gold narratives, which is where the title Beyond Blood comes from. When you look at the full relationship of gold, conflict, and criminality, it is much, much bigger than conflict financing, moving beyond the mine sites, both in time and geography. And when you look at the relationships with various networks and stakeholders and power dynamics, you find that gold is intertwined with survival, money, power, and criminality. And a really important aspect of this is that gold is a really important livelihood activity across West Africa. And it's only going to increasingly become so as climate change pressures make livelihoods such as agriculture and livestock less tenable or more competitive, and as we see exponential population increases as well. And so gold is a really important livelihood activity, but at the same time, it's highly profitable. And so it's very attractive to criminal networks. And it also plays into power dynamics with not just politicians, but also groups as well, jockeying for legitimacy and power amongst local populations. And so inserted into all of this are criminal networks, and the presence of conflict actors makes this sort of narrative and relationships that much more complex. And so for trying to unpack these dynamics, we did use a political economy analysis, which looks at power dynamics amongst different actors, considering elements such as economics, politics, and culture. Next slide, please. So looking at the West African landscape, since there's been really a gold rush across West Africa since about 2006, 2008, in Burkina Faso, we did see a rise in gold, kind of mirroring the rise in the international gold price in 2008. In Mali, there's historically been gold mining in the south of the country in the Kayes and Sikasso regions. But more recently, about 2016, 2018, there's been a real increase in gold mining in the north of the country in the Gao and Kidal regions as well. And also in Côte d'Ivoire, gold mining really became very prominent there with the political crisis around 2011. And so there's lots of gold across West Africa, not just in these countries. But at the same time, there's been growing insecurity and violent events across the countries, as you can see in the graph to the left. And so they have been facing, especially Burkina Faso and northern Mali and some of these places, have also been facing rising insecurity. But what's really interesting and why it's a little bit more complex than just gold is that if you look at this map, which shows gold mining locations in yellow and violence incidents in red, you can see that they don't actually line up perfectly. And there is lots of violence taking places in areas where there isn't as much gold. And there's also a lot of gold mining taking place where there hasn't been as much insecurity, or it hasn't been targeted as much, or I guess as successfully by armed groups. But at the same time, you can see the colored dots show violent incidents involving gold and or mining
And you can see that there are a lot taking place in areas where there is gold, but not necessarily violence by rebels, political and identity militias, and other external actors. And these, I would argue, these events are just as important to look at and understand, because these are the precursors to instability that we can really look at and try to understand before it's too late, if you will. And so I think it's just really important to recognize that in these locations, gold hasn't been the trigger or necessarily the driver of conflict. It's more that they happen in the same places, and gold is the biggest economic element in the local economies, or biggest profit generator, if you will. But at the same time, the livestock sector is also very profitable and has been targeted by extremist groups and jihadist groups in these areas. But we don't hear as much about that narrative about them targeting those other sectors. So next slide, please. So taking that broader look of the role with gold, conflict, and criminality, and really looking beyond just conflict financing, we take a step back and look at drivers of fragility and the role of the state in the gold sector, and how various elements before even conflict can take place can really drive the increased fragility and make states more vulnerable to extremist groups or violent groups in this case. So what we see is that corruption, state mining policies, and crackdowns on artisanal and small-scale gold mining, or ASGM, have actually increased fragility across West Africa in the political, economic, environmental, social, and security dimensions. And as I mentioned earlier, the growing economic and environmental pressures due to climate change and population growth and economic pressures is really putting a lot of pressure on this. And it's also preventing West African states from realizing the full development potential of the ASGM sector, because it really is an important sector that has a lot of potential for delivering economic gains for communities and populations if leveraged right. And so different elements that play into this are corruption with government actors, the allocation of mineral rights, where ASGM is often left out, and crackdowns on ASGM. And there's just a couple of points that I want to highlight here. The first is that corruption can play into tensions between industrial mining operations versus artisanal and small-scale gold mining operations. And this also can go to the allocation of mineral rights, especially when maybe industrial mining operations are owned by foreign nationals, which they often are, and local communities feel like their source of livelihood and survival is being taken away from them. In Burkina Faso and Houndé in May of this year, this actually led to protests, which did lead to deaths. And so a kind of knee-jerk or reaction we see to informal ASGM, especially when it's considered a source of funding for conflict groups, is crackdowns and closures of mines. But rather than having the desired impacts, it actually can undermine the legitimacy of governments and increase fragility and make populations maybe look to non-state actors to protect those rights or enable them to access mine sites. So moving on to the next slide, please. So while gold certainly plays a role before conflict even starts and the state and economic
has a dynamic in this. Gold is still a conflict, is still a conflict financing instrument in West Africa. But even when it's used to finance non-state armed groups or jihadist groups, this can really take on different forms and different volumes based on the locations where you're at. Most often, this takes the form of taxation. And with jihadist groups, this can be framed as zakat. And this taxation isn't always considered oppressive, especially when groups are maybe protecting miners' rights, allowing them to access mining deposits, or the taxes are less than what maybe miners had to pay state officials, or perhaps bribes they maybe had to pay to access mining. However, when these payments are not paid and miners refuse to pay them, the results can be very deadly. Another important dynamic that comes out here is the role of local legitimacy, and in particular, identity militias and self-defense groups. And this is a group that hasn't really been talked about much in relation to conflict, but is, I think, a really important one to consider, because they're also often involved in the gold sector as traditional security forces guarding gold mine sites and providing security there, traditional owners. But the challenge is that they also are becoming part of state security strategies against jihadist groups in some cases, which makes them really vulnerable to being targeted by these groups, especially when they're not adequately trained and capacitated to take on this defense role. And so, for example, in Burkina Faso, dozens of these members have been killed. But at the same time, because they are involved in the gold sector, they can be involved in maybe illicit markets, or perhaps protecting the interests of criminal actors who are controlling gold supply chains or mines and controlling access to those mines. And at the same time, they became maybe transition into becoming violent entrepreneurs, which is the exercise of violence for financial gain. And in particular, this is something that is reported in northern Côte d'Ivoire. And they can also take on vigilante characteristics in some cases, which can increase intercommunal tensions and increase fragility in that way, which is explored more within the report, and I'm happy to talk about that later. But I think the point is that these are really important groups that we can't just incorporate into state security strategies without fully understanding the implications of their roles and legitimacy with local communities, the danger to themselves, and also the criminal concerns and what this can mean for long-term governance and stability in the countries. And I think there's some other regions in the world where there are lessons learned here. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Sorry. Okay, there we go. So we also looked at gold supply chains. So looking at some of the most powerful or influential group actors in regional gold supply chains aren't necessarily at the mine sites. They're actually major buyers or dealers, or perhaps even political actors that are away from the mine site. And so we also looked at gold supply chains and where they're going. And Bamako is continues to be a regional magnet for gold, attracting a lot of gold, not just from within Mali, but also from Burkina Faso and northern Côte d'Ivoire. In addition, Guinea-Conakry
is a magnet for gold, and there's some speculation about the role that Niger is playing in regional supply chains and how much gold may or may not be going there. Previously, there was a substantial amount of gold going from Burkina Faso to Togo in the past, but our research indicates that these supply chains have largely subsided, and most of Burkina Faso's gold is now going to Bamako or directly out, being flown out of the country. In looking at these regional supply chains, I think a couple points here is that taxation and repatriation and currency regimes do play a role, as well as the strength and liquidity of gold markets. So Bamako has a very strong gold market, as does corruption and the ease of moving gold out of airports. And it was still widely reported that a lot of gold is being flown to Dubai. And so what we see here, even though African export data isn't as consistent over the years, we can look at UAE gold imports from West Africa. And that's the graph on the left that shows that nearly $12 billion worth of gold was imported, or at least declared as imported, from the country in 2021. Next slide, please. And so a conversation about gold, conflict, and criminality would not be complete without talking about gold as an instrument of peace, with this epic picture put together. So gold is a really important livelihood, and it provides an economic safety net and livelihood options and economic advancement in regions where there really are few to no other livelihoods that offer this sort of opportunity. And so this presents not only an option for individuals who may otherwise engage with armed groups or harmful illicit activities, but also we heard from interviews in Burkina Faso that a large number of internally displaced persons, IDPs, were engaged in the gold sector as a means of survival, and importantly, as a means of hope. And it was giving them a sense of hope that they really weren't getting anywhere else. And so I think when we're talking about the gold sector, we can't just look at the conflict financing aspect of it, but also how it can be leveraged as an instrument of peace in discussions around conflict, economics, and responses. Which brings me to my next slide, please, and recommendations. Now, the recommendations from this report are pretty high level. And so adopt mining policies that support ASGM, artisanal and small scale gold mining development. Consider the role of identity militias and self-defense groups in security strategies. Focus enforcement efforts on bottlenecks and influential actors in illicit gold supply chains. Encourage lean-in due diligence in sourcing gold. I believe the lean-in due diligence term is one coined by Levin Sources, which I really like. And then include the gold sector in security and peace strategies. And so I know that we're going to talk about these recommendations a little bit more today. But also we had another report recently come out looking at illicit gold markets in East and Southern Africa. And while it's a different region, it's policy guidance that gives a lot more depth to these sorts of recommendations that can be referred to for a little bit more, I think, detail and guidance on how to carry them out. Next slide, please. So thank you for being here, and really looking forward to continuing the conversation with the other panelists here today.
Merci beaucoup, Marcena, pour cette excellente présentation sur les différents résultats de recherche du rapport qui, je le rappelle, d'ailleurs est disponible sur le site de l'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée. Donc, Marcena, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la littérature sur la relation entre l'or, l'instabilité, c'est souvent concentrée un peu sur le financement des conflits, alors que l'interaction entre l'or, la gouvernance ou la criminalité peut contribuer vraiment à l'instabilité également et à la violence. Vous avez également parlé de l'exploitation criminelle du secteur aurifère qui est favorisée par une informalité persistante et largement répandue due en partie aux importantes barrières à l'entrée dans le secteur formel et au manque de soutien aux mineurs et aux négociants en or informel. En conséquence, les élites corrompues et criminelles des sphères politiques et commerciales peuvent capter le flux d'or illicite, contribuant ainsi aux frustrations des communautés qui peuvent donner lieu à des conflits. La limitation de l'accès au secteur aurifère en restreignant l'accès au jugement minier ou en menant des opérations de répression contre euh, euh, les, euh, les orpailleurs, donc peut également séparer la légitimité des acteurs étatiques. Ainsi, vous l'avez bien dit, hein, bon, dans les recommandations, les efforts visant à stabiliser l'Afrique de l'Ouest doivent tenir en compte les intérêts criminels complexes tout en répondant aux griefs de longue date des communautés locales. De tels efforts sont essentiels tant dans les zones de conflit que dans les zones stables pour réduire de manière drastique les risques de propagation du conflit. Je crois que la transition est toute trouvée pour parler un peu de la situation actuelle au nord du Mali. Comme vous l'avez dit, le nord du Mali connaît aujourd'hui une importante dynamique extractive suite à la découverte des filons vers les années 2016-2017. Et depuis lors, on assiste à une importante ruée vers l'or, principalement à Gao et à Kidal. En plus des autochtones, on y retrouve des ressortissants des autres pays sahéliens comme des Nigérians, des Burkinabés, également des Algériens. Nous avons également noté et nos entretiens une forte présence de Soudanais à Kidal. Donc, à propos de cette communauté, on retrouve, on a remarqué, on a constaté de Soudanais sur le terrain. La première est celle des orpailleurs qui, à l'image des autres ressortissants des autres pays, viennent tenter leur chance. Souvent, le plus souvent aux autochtones. Également de Soudanais, c'est les experts, ceux qui fournissent un appui technique aux orpailleurs. Ils sont dans l'installation des machines, la maintenance, etc. Et en ce qui concerne la gestion et le contrôle des orpaillages, nos recherches de terrain ont permis de découvrir qu'au nord du Mali, les orpaillages sont contrôlés et gérés par les groupes armés. Donc, nous avons également mené une recherche. La gestion des sites revient à la coordination des mouvements de l'Azawad, bien la CEMA. Donc, à l'absence de l'État malien au nord, la CEMA a été la force dominante dans la région. Sur les sites contrôlés par la CEMA, les mineurs doivent payer une taxe entre 1 gramme ou bien même jusqu'à 1,25 grammes sur les 100 grammes de la production par puits. Donc, et ce prélèvement est qualifié d'aumône chez donc les groupes armés ou également zakat. Ceci en échange un peu, si vous le voulez, de leur protection, l'accès à l'eau et à la nourriture, et le droit également d'installer des campements sur les sites d'extraction de l'or. Donc, et l'argent collecté, d'après nos entretiens auprès de certains acteurs sur le site, l'argent collecté auprès des orpailleurs entre dans le cadre du développement local et permet également la sécurisation de la ville avec des patrouilles nocturnes. D'ailleurs, un couvre-feu est installé dans la ville donc tous les jours de 22h à 6h du matin, ce qui fait dire à de nombreux observateurs qui ont eu la chance de visiter Kidal, donc ils considèrent Kidal comme étant l'une des villes actuellement les plus sécurisées du Mali. Donc, également, les entretiens avec les parties prenantes actives dans le secteur aurifère de Kidal indiquent qu'il n'y a pas de présence de groupes extrémistes violents, surtout de JNIM, qui est le principal groupe opérant sur le territoire ou bien à Kidal. Donc,
aucune présence de groupe visible, du moins, n'a été signalée. Mais d'après de nombreux acteurs, hein, donc toujours interrogés sur le terrain, JNIM profiterait des retombées financières de l'activité de l'orpaillage à Kidal au regard des relations très étroites qu'entretiennent les leaders de la SEMA et également les leaders du JNIM qui entretiennent souvent d'excellentes relations, et ce qui présuppose que donc il y a une sorte de transaction qui se passe même si aucune évidence n'a été eue durant notre mission de terrain. Et en ce qui concerne Gao, donc Gao également, qui est une importante ville aurifère au nord du Mali, donc près de 7 sites y ont été répertoriés. Parmi ces 7, 4 sont actifs. Et parmi ces 4, on a Tahaka, situé à 110 km vers Gossi. Et comme à Kidal, hein, donc la sécurisation des sites est assurée partiellement par Gacha. Gacha est un groupe armé affilié au gouvernement malien. Donc, pourquoi partiellement? C'est une bonne question, parce que tout simplement, contrairement à la SEMA, donc à Kidal, où leur présence sur les sites donc, est effective et quasi permanente, Gacha n'opère pas tout le temps sur les sites. Ils font de la patrouille, certes, mais donc 2 à 3 fois par semaine, qui n'est pas du tout permanente. Et donc, cette faille a été très vite exploitée par des groupes armés, donc qui, à leur tour, font le tour des sites à l'absence des forces du Gacha pour racketter, pour exiger des taxes aux orpailleurs. Et donc, en plus des 1000 francs qu'ils payent à Gacha, donc ils sont obligés de payer entre 4000 francs à 10 000 francs donc aux groupes armés. Donc, le montant varie un peu selon les groupes armés qui opèrent sur les sites d'orpaillage. Maintenant, nous allons nous tourner vers Désiré. Vous êtes là? Désiré? Oui, salut. Vous êtes avec nous? Désiré, vous nous recevez? Voilà, je crois que Désiré a quelques soucis avec sa connexion et sans plus tarder, nous allons Oui. nous tourner vers docteur Yoboué. Yoboué, que je vais d'abord demander donc une question en lien avec la situation actuelle au nord de la Côte d'Ivoire. Docteur, pouvez-nous en dire un peu plus sur la situation au nord de la Côte d'Ivoire et les dynamiques un peu liées à la chaîne d'approvisionnement? Merci donc, merci Mohamed pour cette opportunité. Merci donc à GI-TOC pour cette opportunité de pouvoir participer à cet appel. Parlant de la situation actuelle dans le nord de la Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai été un peu associé à la collecte de données dans cette zone, dans le cadre de cette étude. Et je veux rapidement, compte tenu du temps, parler un peu de cette économie minière, de l'exploitation surtout artisanale de l'or, qui est apparue en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la zone nord à partir des années 2002, à la suite d'une rébellion qui s'est emparée du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, les rebelles, durant cette période, ont mis en place cette économie basée sur l'orpaillage dans les différentes régions du Nord sous leur contrôle en vue de trouver des ressources pour soutenir la guerre, bien sûr, à cette époque-là. En fait, durant cette période de crise, la moitié nord du pays qui échappait au contrôle du gouvernement avait favorisé une exploitation et un commerce de l'or entièrement dans une sphère illicite et de contrebande. Malgré la fin du conflit politico-militaire en 2011 avec les élections qu'a connues la Côte d'Ivoire, aujourd'hui encore, malgré les nombreux efforts du gouvernement ivoirien, l'exploitation artisanale de l'or continue de façon clandestine dans les zones du Nord et est même devenue l'activité économique principale dans les différentes zones rurales du nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue une destination attrayante pour les artisans miniers illégaux,
car en Côte d'Ivoire, l'activité minière artisanale peut être menée, peut être faite sur toute l'année, contrairement au Mali et au Burkina Faso, où elle est confinée ou arrêtée durant la saison des pluies. Et la poursuite de l'activité minière illégale dans toutes les régions du nord de la Côte d'Ivoire pendant toutes les saisons de l'année présente donc un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car la production pénètre très souvent dans une chaîne d'approvisionnement illégale ou est passée en contrebande aussi vers les... Et je pense que dans la présentation de Marcelina tout à l'heure, elle a présenté un peu cette chaîne d'approvisionnement qui va jusqu'au Mali. En général, selon les informations que nous avons recueillies, 80% des personnes impliquées dans la filière de l'exploitation artisanale illégale de l'or sont des ressortissants de la région, c'est-à-dire de la CEDEAO, surtout du Mali et du Burkina Faso. Ils financent l'exploitation, achètent l'or sur les sites et le revendent à des grossistes qui sont souvent de nationalité malienne ou burkinabé, mais aussi on a des Guinéens qui rentrent dans la chaîne. Ils recrutent donc des orpailleurs au Mali et au Burkina Faso, la plupart du temps, et qu'ils installent bien sûr sur les sites qui leur sont octroyés au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Avant, je peux décrire un peu comment ça se passe. Avant l'ouverture d'un site d'orpaillage, les chefs de chantier miniers doivent obtenir l'autorisation des propriétaires terriens qu'ils rencontrent grâce aux chefs des villages. Et suivant les modalités d'une convention et après des sacrifices humains, le chef de terre accorde une portion de terre bien délimitée, bien sûr, à l'intérieur de laquelle les chefs de chantier peuvent démarrer leurs activités. Et les chefs de chantier, à leur tour, une fois l'autorisation nécessaire acquise, organisent la chaîne de production de l'or en recrutant des orpailleurs. Et les propriétaires terriens se font donc rémunérer selon un procédé qu'on appelle le grammage, c'est-à-dire que l'exploitant minier verse un montant par gramme d'or vendu aux propriétaires terriens. C'est la même pratique sur la quasi-totalité des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire et particulièrement au nord de la Côte d'Ivoire. On trouve les sites d'orpaillage dans la quasi-totalité des localités du nord, partant de Séguéla, Kachula, Dabakala. Bon, Dabakala, je pense que peut-être Kadi Séguin pourra en parler. Il y a un projet qui est d'ailleurs mis en œuvre par l'organisation canadienne Impact, qu'on appelle Or Juste dans cette localité. On a aussi d'autres localités où on a l'orpaillage. On a Tortilla, Bundiali, Tengrela, Wangolodougou, Teini, Doropo, Bouna, qui sont des localités à la frontière de Burkina Faso, pour ne citer que celles-là. Les zones de Teini, Doropo et Bouna au nord-est de la Côte d'Ivoire font face à un risque sécuritaire évident. D'une part, l'imbrication de la triple menace de ces trafics, c'est-à-dire l'or, la drogue, les armes, et la volonté d'expansion des groupes armés terroristes sahéliens vers le golfe de Guinée, et d'autre part, les propres frictions ethno-politiques internes à cette zone limitrophe au Burkina Faso. En juin, on peut le dire, en juin 2020 et en mars 2021, les postes militaires situés, par exemple, dans la localité de Kafolo et Kolobougou, au niveau des Teini, dans le nord-est, ont subi des attaques meurtrières répétées qui ont causé la mort de plusieurs soldats dans le rang des forces de sécurité ivoiriennes. Et selon les autorités ivoiriennes, à travers les déclarations du ministère de la Défense, cette attaque serait vraisemblablement le fait de groupes armés terroristes de la Katiba Massina franchise, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, franchise du groupe de soutien, bien sûr, à l'islam et aux musulmans, probablement renforcé d'éléments du groupe burkinabé Ansarul Islam. Mais cela aussi reste à démontrer avec des preuves à l'appui. Mais face à cette situation sécuritaire dans la zone, le gouvernement a renforcé son système de sécurité pour lutter contre les trafics précités et surtout contre l'orpaillage clandestin, particulièrement dans les zones de Teini, Doropo, Bouna, et un accent a été mis sur le parc national de la Comoé. En plus des actions de déguerpissement de la brigade de répression contre les infractions au code minier, qu'on appelle la BRICM, et les actions de surveillance de la direction de la zone Est, qu'on appelle
la DZNE, de l'Office ivoirien des parcs et réserves, en juin 2021, le gouvernement, à travers le Conseil national de sécurité, avait décidé donc de la création d'un groupe spécial de répression de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ce groupe qui compte des éléments de la gendarmerie nationale et des agents des eaux et forêts. De vastes opérations donc avaient été lancées dans cette zone nord-est et ces opérations actuellement même se poursuivent, ce qui a entraîné donc un exode de la majorité des orpailleurs clandestins vers les zones de Tengrela et Bundiali, tout à fait au nord-ouest. Au cours de notre mission de terrain, cela a été confirmé, bien sûr, par les personnes que nous avons interviewées dans cette zone. Le risque que des combattants djihadistes puissent s'infiltrer parmi les orpailleurs clandestins, bien sûr, existe. Ce risque existe. En effet, en raison de la pénibilité de l'activité d'orpaillage, tous ceux qui se proposent sont les bienvenus et c'est en cela que réside le risque, parce qu'on ignore l'identité réelle et l'origine des personnes qu'on emploie sur les sites d'orpaillage au niveau de cette zone du Nord. Et c'est de cela qu'il faut craindre la perpétration, bien sûr, d'actes terroristes si jamais il y en a parmi ces personnes qui viennent. Voilà un peu ce que je pourrais un peu dire en ce qui concerne la situation au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Merci, Mohamed. Merci beaucoup, docteur, pour cette pertinente intervention sur un peu la situation donc de l'orpaillage minière, un peu, si vous voulez, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai envie également de vous poser une autre question. Cette fois-ci, c'est un peu, docteur, si vous pouvez nous faire une petite comparaison du secteur de l'or à celui du diamant. Pour faire une comparaison, je voudrais dire que là, on ferait donc une comparaison spécifique sur surtout le secteur de l'orpaillage, c'est-à-dire le secteur de la production artisanale et à petite échelle. Je préfère donc reformuler donc cette question. Comment peut-on donc plutôt comparer le secteur de l'or à celui du diamant, mais de l'or artisanal à celui du diamant? On peut dire sans se tromper que le secteur de l'or dans sa production industrielle est bien structuré et sous contrôle des autorités étatiques, ce qui n'est pas le cas dans la production artisanale et à petite échelle de l'or. Le secteur de la production artisanale de l'or ou encore l'orpaillage, comme je l'ai décrit, est moins structuré et moins contrôlé que le secteur de la production artisanale de diamant. Dans le cas du commerce du diamant, il existe un mécanisme de contrôle de la chaîne d'approvisionnement partant de la mine jusqu'à l'exportation. Il s'agit du système de certification du processus de Kimberley qui impose à ses participants de nombreuses conditions avant de leur permettre de certifier que la vente de diamants bruts ne sert pas à financer un conflit armé et d'éviter que les diamants des conflits n'arrivent sur le marché légal. Selon ce système de certification, les États participent donc à un processus. Les États participants donc doivent répondre à certaines conditions minimales et sont tenus de mettre en place des dispositions législatives et des institutions nationales ainsi que des contrôles à l'exportation, à l'importation et au commerce intérieur des diamants. Ils doivent également s'engager à assurer la transparence des activités relatives aux diamants et à procéder à des échanges de données statistiques. Seules sont licites les activités commerciales portant sur les diamants effectués entre participants répondant aux conditions minimales du système de certification. Par ailleurs, les envois internationaux de diamants bruts doivent s'accompagner d'un certificat garantissant qu'ils ne servent pas, bien sûr, à financer un conflit armé. Dans le secteur de l'or, il n'existe pas un tel mécanisme. Et particulièrement pour l'orpaillage, l'absence d'un tel mécanisme laisse libre cours à ce désordre que l'on constate et la forte probabilité de surveillance des risques de contrebande, de blanchiment d'argent, la corruption et autres. Et on a dû le constater pendant la période, disons, de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Dans un rapport des Nations Unies, le rapport qui est paru en 2008, un rapport du groupe d'experts,
le groupe d'experts a fait état d'un chargement suspect de 61,42 carats de diamants bruts saisis par les autorités douanières à l'aéroport de Bamako en décembre 2007. Ça, c'était pendant la période de crise. Mais aujourd'hui, ces risques existent toujours. Et parlant de l'or, compte tenu de la non-maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, il faut dire que cette probabilité de surveillance de ces risques est vraiment très élevée. Voilà ce que je peux dire en termes de comparaison au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup encore une fois, Dr Michel Yoboué, pour cette brillante intervention sur un peu l'aspect comparatif entre le secteur du diamant et de l'or en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons nous tourner maintenant vers Marcina Hunter, qui va donc nous parler un peu de la chaîne d'approvisionnement également au Burkina Faso. Je rappelle que nous devions normalement avoir Désiré Nikimia, mais ce dernier... Salut Mohamed. Allô, vous m'entendez? Mohamed, je t'entends Mohamed. Et toi, tu m'entends? Oui, Désiré, vous êtes en ligne. Donc, Okay, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la chaîne d'approvisionnement au Burkina Faso, s'il vous plaît? Désiré? plaisir. Alors, toutes mes excuses pour les problèmes de connexion. Il faut dire que... Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. On vous reçoit très bien, Désiré. Allez-y. Voilà. Donc, on a des flux qui suivent en réalité le flux financier. Donc, les acteurs sont préfinancés par certains grands commerçants et comptoirs du pays. Donc, des zones de production, on ramène l'or vers ceux-là qui ont financé l'activité. Et même cette pratique va au-delà des frontières du Burkina Faso. Donc, vous avez des gens qui sont sur place au Burkina, mais qui financent des activités au niveau du Mali, au niveau du Niger. Et une fois que l'or est trouvé, les gens ramènent l'or métal à ces personnes-là. Et on avait suivi le flux vers le Togo, qui était le flux le plus important à un moment donné. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce flux-là est devenu plus faible comparativement au flux d'or qui passe par le Mali. Et Désiré? Désiré, vous nous recevez? il faut savoir qu'en réalité, aussi qu'il y a un autre circuit qui est en train de s'intensifier, c'est le circuit de l'or du Burkina vers le Niger. Voilà, ce circuit existait, ça existait bien depuis plusieurs décennies, mais ces dernières années, ça a commencé aussi à s'intensifier. Et parce qu'il faut savoir que le Niger s'est doté de 3 raffineries. Et donc, du coup, ça attire plus et ça met en place un système qui permet de collecter l'or des pays voisins. Donc, on s'est rendu compte tout récemment qu'il y a un flux important qui quitte le Burkina vers le Niger. Mais le Mali reste, je peux dire, la métropole hein, de collecte hein, de cette or-là pour l'exportation. Donc, c'est un peu comme ça le flux lié un peu à la chaîne de commercialisation qui existe, qui part des zones de production vers les capitales où qui suit le flux, mais aussi qui collecte l'or des pays voisins. Et du Burkina, ça ressort. Une grande partie ressort, qui part un peu, la plus grande partie va vers le Mali, une autre partie va vers le Niger, avec une troisième partie qui continue de suivre l'axe Ouaga-Lomé, mais la quantité d'or qui passe par cet axe-là est carrément faible comparativement aux années passées. Voilà, donc c'est un peu cette dynamique-là. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a 2 acteurs qui rentrent dans la chaîne d'approvisionnement, notamment les acteurs des groupes armés terroristes, notamment dans la région du Nord, où vous avez des personnes qui sont issues de ces groupes armés terroristes qui mettent à disposition de l'argent auprès des collecteurs locaux qui collectent l'or au profit de ces groupes armés terroristes-là. Et donc, finalement, on a une cassure de la chaîne qui faisait que forcément l'or
qui quittaient les zones de production vers les grandes capitales, notamment Ouagadougou, ne quittent pas forcément ces localités-là et cela continue à repartir vers les zones non accessibles où l'État n'intervient pas, notamment aux zones des 3 frontières. Voilà. Donc, voici un peu les éléments que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, Désiré, pour ces éléments de réponse sur un peu la chaîne d'approvisionnement. Vous avez raison, hein, donc, comme vous l'avez si bien dit, donc, les pays où vraiment donc, l'or est acheminé à partir du Burkina sont d'une part le Niger, mais également le Mali. Donc, Bamako, qui est devenu au cours des dernières années un important hub d'exportation d'or dans la sous-région. Et globalement, tout l'or au nord comme à l'ouest du pays, donc produit, donc, que ce soit à Kai, Kenyeba, ou bien à Kidal, donc, ou à Gao, donc, est acheminé donc, à Bamako pour l'exportation. Donc, le transport de l'or à partir de Kidal maintenant ou à Gao s'effectue généralement par voie aérienne. Donc, la voie terrestre est un peu risquée et dangereuse à cause de la présence de multiples groupes armés. Donc, les collecteurs souvent préfèrent donc faire passer leurs marchandises par voie aérienne pour l'acheminer à Bamako. Donc, une fois l'or arrivé à Bamako, donc il est réceptionné par les comptoirs, puis raffiné avant d'être exporté. Et nos récentes recherches à Bamako ont permis de découvrir, par exemple, que la plus grande partie de cet or qui transite à Bamako part à Dubaï. Donc, c'est vraiment la principale destination, même s'il y a d'autres donc, destinations, donc, mais dans une moindre mesure, hein, donc comme en Europe, en Inde ou également en Chine. Donc, l'exportation de cet or-là au Mali obéit donc à une procédure, à savoir, l'or doit être exporté par un comptoir et l'obligation de paiement de taxes également. Donc, l'exportation qui est actuellement fixée à 2%, mais ce qu'on constate est que la plupart des acteurs donc, à Bamako, donc, qui sont dans le secteur de l'opéra, ne respectent pas ces règles établies par le gouvernement malien. D'abord, il faut préciser que Bamako compte près de 140 comptoirs et la majorité de ces structures ne sont toujours pas vraiment donc, à jour, ou bien, si vous voulez, enfreignent souvent la loi. Ils utilisent différentes stratégies pour exporter l'or à partir de l'aéroport, bien sûr, et souvent en complicité avec certains agents d'application de la loi donc à l'aéroport, ce qui fait qu'un important flux d'or quitte très souvent Bamako pour Dubaï sans être taxé, sans que l'État malien vraiment puisse en bénéficier, ce qui est un manque à gagner très, très important pour donc l'État malien. Et également au cours de notre recherche, donc récemment menée à Bamako, nous avons découvert qu'un flux important d'or quittait certains pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Donc pour Bamako, avant d'être acheminé à Dubaï, il est important de préciser par ailleurs que le prix de l'or au Mali est d'habitude plus élevé que dans les autres pays et même souvent même plus élevé que la cour mondiale, ce qui fait que l'or produit au nord de la Côte d'Ivoire étant moins cher et acheté à 25 000 souvent le gramme, donc par les collecteurs maliens puis acheminé donc à Bamako par différentes routes, y compris les routes principales, les routes secondaires. Je disais tout à l'heure donc qu'une importante quantité de l'or quitte la Guinée pour Bamako. Donc, pourquoi Bamako? Si on sait que la politique de taxation un peu est plus favorable en Guinée à Bamako, parce que d'abord à cause de la proximité, Sigiri est tout proche de Bamako. Ensuite, donc, comparé à Conakry, Sigiri est à 700 km de Conakry. Du coup, les collecteurs souvent préfèrent acheminer et transporter leur or à Bamako. Donc, il y a également le facteur sécuritaire. Hein. Les collecteurs estiment souvent qu'il est plus sûr de transporter leur or à Bamako qu'à Conakry parce que le nombre de braquages a drastiquement augmenté au cours des dernières années. D'ailleurs, au mois de juin, près de 500 kg d'or en partance pour Conakry, donc de Sigiri à Conakry, a été, donc cette quantité importante a été volée par des bandits, j'allais dire. Donc, l'autre facteur également qui pousse les orpailleurs guinéens et les collecteurs donc, à vendre ou bien acheminer leur or
donc à Bamako, c'est l'aspect financier. Donc, en effet, en vendant un peu l'or à Bamako, le collecteur guinéen est sûr de gagner doublement. Comment? Donc, d'abord, il vend son or en dollars au niveau des comptoirs à Bamako. Donc, après, il convertit l'argent en CFA, donc, où il gagne une petite somme. Et ensuite, quand il retourne en Guinée, il échange l'argent en francs guinéens. Donc, là, il gagne doublement. Donc, il joue un peu sur la devise pour un peu gagner, ce qui fait que la plupart des collecteurs, des orpailleurs préfèrent souvent vendre leur or donc à Bamako. Cependant, on a noté depuis comme quelques années un changement de dynamique, donc où le flux de l'or va dans tous les sens, hein, donc si on peut s'exprimer ainsi. Donc, c'est souvent en fonction des contextes. On a noté par exemple des fois d'importantes quantités d'or quittent Bamako, fait le sens inverse, Bamako, donc pour la Guinée, avant d'être transporté à Dubaï. Ce changement de dynamique s'explique par le fait qu'en Guinée, depuis 2017, donc les taxes à l'exportation ont été annulées par l'ancien président Alpha Condé. Du coup, les comptoirs maliens, pour un peu maximiser leur change, trouvaient des répondants en Guinée. Quand ils envoient l'or à Conakry, les comptoirs guinéens prenaient le relais et se chargeaient de l'exportation, d'autant plus que seuls les comptoirs établis dans le pays, c'est-à-dire en Guinée, ont le droit d'exporter l'or. Mais depuis août, il y a quelques mois, on a noté encore un nouveau changement de dynamique, c'est-à-dire l'or maintenant qui quittait Bamako pour Conakry a sensiblement diminué. Pourquoi? Parce que la Guinée a décidé d'instaurer une politique de taxation de l'or. Donc, l'exportation de l'or est taxée dorénavant en Guinée, donc pour soit $200 par kilogramme. Nous allons maintenant donner la parole à Kadi. Donc, Kadi Ségué qui va nous parler des réponses mises en œuvre dans le secteur au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Elle nous dira également si les enseignements et recommandations tirées de cette étude sont applicables dans les autres régions. Kadi, la parole est à vous. Great, thank you, Mohamedou, and thank you to colleagues at the Global Initiative for inviting me to participate today. There's been so much rich information shared already, and I think I really just wanted to say a kudos to Marcina and to Desiree and Michel, because I know that you also worked on this report. I really think it's a very excellent report, and I very much appreciated the nuance and how the information is presented. And I think especially looking at how the sort of conflict minerals discourse has played out in other contexts, such as the DRC, and how more simplistic narratives around conflict minerals has in some ways I think sort of minimized the impact of some of the efforts to control minerals in those areas. I think it's quite important to really outline the complexity of it. I'll just say a quick 2 words just to introduce Impact for those on the call who aren't familiar with us. We are an Ottawa headquartered nonprofit organization. Our mission is to transform how natural resources are managed in areas where security and human rights are at risk. And much of our focus in this area stemmed from some of the early research that we did in the 1990s, the late 1990s, with respect to the role that diamonds had been playing in sort of fueling and funding armed conflict in Sierra Leone and other West African countries. And so since that time, we've become much more involved in looking at the gold sector as well, especially in the Congo and neighboring countries. But many of the projects that we've implemented there we're now also testing and piloting in different contexts across West Africa, including in Côte d'Ivoire, as Michel mentioned, as well as through our Foundations for Peace project in Burkina Faso, which we're implementing with ARM. So I have the pleasure of working with Desiree and his colleagues on that project. Claudio, could I ask you to bring up the slide, the recommendation slide from Marcina's deck, because I'll speak mostly to those and just add some reflections. I believe it was the second, yeah, perfect.
So I wanted to talk and offer a few reflections on the first recommendation around adopting mining sort of ASGM friendly policies and regulatory frameworks. I think one of the things that really needs to be considered within that approach is to also look at the capacity of the different actors in the supply chain and their ability to withstand sort of new regulatory processes or new policies or whatnot. So obviously, we want to sort of burden the least capable actors or the least well-resourced actors, compared to those who maybe have more means. And I think there is sometimes a tendency when looking at, sort of responsible sourcing projects or formalization projects to really focus a lot on the miners and the mine sites themselves, and not necessarily pay adequate attention to the other actors in the supply chain, the traders, the exporters, and so on. And that was really a significant lesson learned, I think, in our work in DRC, that those actors tend to not, to be a bit ignored or sometimes to be, sort of cut out of some of these initiatives. But they play a really important role. And so considering, those actors within those policies and regulatory frameworks is incredibly important. And I think alongside that, looking at the sector and not just the supply chain itself and the movement of minerals itself, but the services that support and allow those, that sector and those supply chains to operate, also needs to be considered when looking at those different policies and those different regulatory frameworks. Because a lot of the informal actors, the traders in particular, are playing a lot of very key roles within the supply chain. I know Marcina mentioned, in some cases, they're actually, some armed groups are providing security or whatnot. And so you have informal actors or different actors that are providing transport, security, logistics, storage, and aggregation. They're taking on risk that would generally be covered potentially by insurance in a formal supply chain, providing cash flow and so on. And so, if there are efforts to sort of cut out informal traders, then oftentimes there's a bit of a void within those services, because there's just not really a lot of services that are geared towards supporting the artisanal sector. A lot of them are very focused on the large scale mining sector. And so those services don't necessarily, are not necessarily economical or accessible. So I think in terms of looking at also, sort of supportive development of the sector at the same time, that those things need to be looked at very carefully. And the other thing I wanted to note, and this is something that we see in the DRC a lot as well, is really looking at the ways in which, sort of state level governance or regulatory approaches are transposed onto traditional systems of governance. And, especially within contexts where the state might not have very much legitimacy in certain areas, this can obviously be an environment with a lot of tension between these different actors. And so really considering, how those processes are sort of transitioned over time, and not simply expecting to sort of plop down a new regulatory approach into these situations. And the other thing the recommendations talk also about incentivizing artisanal miners and traders to formalize. This has been something that we've focused on quite a bit in our Just Gold project, which is the one that Michel mentioned. We've operated that project in DRC, as well as Côte d'Ivoire. And one of the things that we actually found in DRC when looking at
incentives for miners, traders, and exporters to formalize and to use legal supply chains was that in Congo, there was really no incentive whatsoever for actors to use those because they were so incredibly costly, given the level of taxation and fees and so on that are requested for using those. And so having a really deep understanding of those incentives was really key. And so now, you know, within that process in DRC, we were able to kind of identify exactly where those taxes and fees are being applied and what could be done to try to address some of those things so that it could become commercially viable for actors to start using those legal sales channels. And I think I think the incentives piece needs to apply both to formalization, but as well as then using those legal paths, because, you know, we know that there are a lot of actors who do formalize, but who are still using, you know, illicit trading channels because that's sort of where, you know, they're being pushed to make, you know, get the most bang for their buck, really. And I would also say that the centralization of the regulatory processes and the governance processes within ASGM, the ASGM sector, has really been a source of discontent amongst the miners in the communities where we've been working in Burkina and Cote d'Ivoire and in other contexts. And so we've recently been working through our project with ARM to outline a lot of the, you know, sort of what is incentivizing or disincentivizing formalization in the sector. And this is certainly a big one that we've heard from a lot of different actors in the sector saying that, you know, the centralization of all of these processes that have to be done is really just a huge barrier. And I know Marcina, you know, points to some of these things in the report, but that level of bureaucracy and the distance at which those, you know, those formalization services are not available or not nearby, certainly is a big disincentive for a lot of actors. I think the other issue with respect to the enforcement piece, I mean, I wholeheartedly agree with the recommendation around focusing really on larger actors, bottlenecks within the supply chain. I think, you know, we really do want to avoid overly criminalizing, you know, different actors who are simply using informal channels because that's, you know, that's the only, you know, what they have access to. And really, I think one of the key things here is also looking at the transition process for especially traders and exporters who have been working and operating informally into formal markets. And I think this is really challenging because it's just such a chicken and egg situation for formal market actors who are hesitant to engage with traders or exporters who have been operating informally or who have other sources of gold that they're selling informally. They don't want, you know, they find that to be too high risk to engage in those market relationships, which then, of course, in turn leaves those actors dependent on informal actors and potentially more predatory lenders. And so thinking through some of that transition process, especially in a conflict affected area, is, I think, really challenging and will need quite a bit of thinking. And then I also wanted to just speak to the due diligence aspect, and I liked the term lean in due diligence that Levin Sources has coined, and I think we've really seen a lack of appetite amongst a lot of more mainstream market actors, gold refiners, LBMA gold refiners, to engage with the artisanal sector. And I think in DRC in particular, one of the things that we saw is that
because of some of the narrative around conflict minerals, there's really kind of a blacklisting of the country in a lot of ways, as it's just seen as sort of too high risk, too complex. And so I do have concerns, for Burkina in particular, and Mali, and Cote d'Ivoire to some extent, that as there becomes sort of higher risks and potential expansion of different groups, jihadi groups and so on throughout the country, that's really going to play into, sort of potential, sort of boycotting of those areas. Which would of course be really too bad, and would keep a lot of those actors still sort of dependent on situations that are not necessarily benefiting them. And then I think that the other thing with due diligence that we've noticed in our work in Cote d'Ivoire and in DRC is that there's not a lot of, similar to incentivizing formalization, I think that there needs to be some thinking around incentivizing due diligence too, because most of these actors, I mean, they have buyers, they have, sources to sell their material to, who don't ask them questions, who don't require, extra work, some of which has a cost of them. And so what really is the incentive for some of these actors to participate in some of these due diligence processes? And also thinking through the disconnect between some of the differences in how, market actors from different locations engage in that due diligence process. In some areas, asking information about your supply chain and your, different relationships with different private sector actors and so on, is really, a sign of sort of mistrust, and can be quite insulting, or a sign of disrespect for certain business actors. And so this isn't necessarily something that is viewed favorably. And so looking at how to sort of marry those different ways of market actors who need to be conducting those processes and doing that due diligence, but also in a way that those actors who are subject to them kind of understand the purpose for, and that it's not necessarily a presumption of guilt that those questions are being asked. And then maybe finally, the last point I wanted to make was on the last recommendation with respect to integration of gold within security and peace strategies. And I think that is something that I think has been lacking quite a bit in the Great Lakes region where we've been working. I think that there's a lot of intention within formalization processes or different types of attempts to sort of implement certification mechanisms or regulatory approaches to minerals that do not take into consideration how those will alter the dynamics of conflict and security for communities that are subject to them. And I think one of the lessons or sort of critiques, let's say, that has been offered recently around the implementation of certification mechanisms in DRC is that in many ways, it altering the access to those minerals for armed groups who had previously, sort of existed quite peacefully amongst local communities. The sort of changing of access or lack of access to those deposits actually increased in some contexts the extent to which those groups started to rely on theft and looting and other forms of financing. And so I think those impacts, those unintended consequences when looking at regulatory approaches and looking at, ASGM friendly policies really need to be considered.
I think I'll end there because I know that we want to make sure that we have some time for questions. So I'll pass it back to you, Mamadou. Merci beaucoup, Kadi, pour cette très belle présentation sur un peu donc, les réponses au niveau sous-régional et également l'impact même de l'implication, l'implémentation de ces mesures dans certains pays de la sous-région. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons très rapidement retourner voir nos deux experts du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour nous parler très rapidement un peu du rôle que les Coglewego jouent et les Dojo également jouent dans le pays respectif. Donc, Désiré, vous avez la parole. Ensuite, Michel, docteur Michel, vous allez répondre à la même question. Allez-y, Michel. Désiré. Je crois que Désiré a toujours des soucis avec sa connexion. Donc, peut-être nous allons donner la parole au docteur Michel Yoboué. Merci donc, merci. Je vais essayer de répondre à cette question. Les sites d'orpaillage clandestins ont leur propre structure organisationnelle et je l'avais souligné durant ma présentation précédente. Donc, ainsi, pour leur assurer une exploitation viable et durable, les chefs de terre recrutent des groupes de sécurité privés qui détiennent des armes, qu'on appelle les dozos, afin de permettre aux creuseurs, aux concasseurs, aux laveurs de travailler en toute quiétude. Les dozos font donc la police sur les sites miniers. Ils protègent les aires d'exploitation contre d'éventuelles irruptions étrangères et cela 24 heures sur 24 et veillent à la préservation des intérêts de leurs employeurs. Donc, en fait, les dozos jouent le rôle d'autorité judiciaire sur les sites d'orpaillage. La question est maintenant de savoir si les dozos, à la longue, ne seraient pas tentés de se convertir directement en orpailleurs clandestins et encore si ce n'est pas le cas actuellement. À l'origine, les dozos en Côte d'Ivoire sont des confréries secrètes dotées d'un code moral et des rites initiatiques pour enseigner l'art de la chasse et des connaissances mystiques aux adhérents. Donc, les dozos se démarquent notamment par le port d'armes traditionnelles de chasse de petit calibre, ainsi que de multiples amulettes présumées les rendre invincibles et invulnérables aux balles, aux cartouches, aux blessures par des objets contondants et à toutes sortes d'attaques mystiques. Depuis la fin de la crise ivoirienne, les dozos juste d'une reconnaissance des autorités étatiques qui fait d'eux des personnes quelquefois intouchables et des personnes protégées, ce qui a facilité la naissance souvent d'escrocs et de vendeurs d'illusions parmi les dozos. Il arrive des fois que des gens créent des associations ou des groupes et font croire à leurs membres qu'ils ont reçu un agrément des autorités étatiques pour créer et diriger des sociétés d'intervention rapide et des gardiennages au profit des dozos, ce qui fait gonfler les effectifs de leurs associations respectives dont ils exigent des membres de paiement de frais d'initiation ou même des cartes, de paiement de cartes. Les dozos, excusez-moi, les dozos jouent le rôle d'agents de sécurité sur les sites miniers, comme je l'ai énuméré. Ils sont originaires généralement du nord de la Côte d'Ivoire, donc d'ethnie sénoufo en général. Mais sur les sites d'orpaillage, on peut trouver des dozos d'autres groupes ethniques du sud-ouest, par exemple, du centre, et parfois même du sud de la Côte d'Ivoire. Il arrive parfois que des individus se prévalent du titre de dozo alors qu'ils ne le sont pas. Pour marquer la différence entre les vrais et les faux dozos, les dozos se sont fait donc établir des cartes d'adhérents, et donc ils possèdent des cartes d'adhérents. Nous voulons aussi rappeler que depuis les années 2000 jusqu'à la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire de décembre 2010 à avril 2011,
disons, à cette période, durant cette période, les dozos ont assumé tantôt les tâches disons, de civils armés, d'agents de sécurité, des gardiennages ou même encore de groupes d'autodéfense. Les dozos se sont également constitués en milices armées à la solde de certains leaders politiques et ont suppléé les forces officielles de défense et de sécurité ivoiriennes patrouillant conjointement, quelquefois, pendant cette période, avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRCI. Et ils se sont même quelquefois associés aux forces nouvelles, qui était le groupe armé dans cette période, durant cette période de la crise. Alors, la sécurité est donc gérée par les dozos sur les sites miniers et étant donné que ces sites existent de façon clandestine, ce sont donc les dozos qui assurent la sécurité des biens et des personnes et qui poursuivent et mettent hors d'état de nuit les bandits, les voleurs qu'ils remettent souvent à la gendarmerie. Les dozos sur chacun des sites miniers perçoivent une rémunération par gramme d'or vendu. Et la violence est nécessaire aux dozos parfois pour asseoir leur autorité. En conséquence, il n'est pas rare de voir des cas de violence contre des individus pour les intimider. On relève la présence de dozos qui appliquent la loi du plus fort ou du plus offrant. Et les dozos sont présents partout sur la majorité des sites d'orpaillage. Et sur les sites, les vols, les risques ne semblent pas fréquents à cause des dozos. Si avec la circulation des armes sur les sites d'orpaillage, le niveau de violence avait augmenté au début de la ruée vers les zones du nord de la Côte d'Ivoire, les attaques ont aujourd'hui diminué. Des bandits sont devenus orpailleurs, dit-on, et n'ont plus besoin de risquer leur vie. Aujourd'hui, sur les sites d'exploitation artisanale d'or au nord de la Côte d'Ivoire, le rôle en matière de sécurité des dozos s'est accru en raison du vide sécuritaire de ces localités ainsi que du peu de confiance dont jouissent les forces de sécurité auprès de la population à cause de la corruption. Donc, les pouvoirs mystiques attribués aux dozos, censés les rendre invulnérables et redoutés par les bandits et autres criminels, contribuent grandement à leur conférer une valeur particulièrement importante aux yeux des détenteurs de sites clandestins d'exploitation artisanale d'or. Voilà ce que je peux dire brièvement sur le rôle des dozos. Merci beaucoup, Dr. Yoboué, pour cette petite mise à jour sur un peu la situation au nord de la Côte d'Ivoire, avec également les dozos, le rôle qu'ils jouent précisément dans le pays et dans le secteur aurifère. Nous allons voir si Désiré est toujours en ligne. Désiré? Désiré? Oui, je suis là. Vous nous entendez? Ouais, je vous entends très bien. Très bien, très bien. Pouvez-vous revenir un peu sur un peu le rôle et les activités des Koblo-Woigo au Burkina Faso? D'accord. Alors, il faut dire que les Korlero ont bien existé depuis longtemps. Ils sont là, c'est bien avant même l'expansion des activités d'orpaillage, sinon d'artisanat minier au Burkina. Mais avec la nouvelle donne sécuritaire, ils ont eu plus de responsabilités sur les sites miniers artisanaux. Donc, ce sont des acteurs qui sont associés à la sécurisation des sites miniers artisanaux par les populations, mais aussi par les gestionnaires des sites. Alors, il faut dire que les Korwero aussi ont leur périmètre d'action. Donc, il faut savoir que c'est dans les régions du plateau central, du nord, du Sahel et un peu à la région de l'Est. Plus dans la région du sud-ouest, on n'a pas de Korwero dans cette localité-là. Et donc, même s'il y a eu des tentatives d'implantation de Korwero dans cette localité, les populations ont refusé parce qu'ils ont à peu près un même système de sécurisation qui existait depuis là-bas, qu'on appelle les DOZO, dont on venait de parler tout à l'heure le docteur, qui est similaire à peu près la même organisation dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, les Korlero ont commencé à jouer un rôle plus prépondérant quand les questions sécuritaires ont commencé à se détériorer dans les zones d'implantation des sites miniers artisanaux. Donc, on les a fait appel pour sécuriser les sites. Et souvent, ce sont des acteurs qui sont plus liés à la communauté locale. Donc, c'est des gars qui sont autochtones à la localité et qui ont souvent un appui au niveau des autorités coutumières et qui assurent la sécurité des sites. Alors, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il arrive des moments où
l'implantation de corps est vue par les groupes armés terroristes comme une manière de les défier. Voilà, parce qu'ils assurent la sécurité des localités. Donc, il y a eu des cas où, malheureusement, il y a eu des affrontements entre corps et groupes armés terroristes, le Djinnim, par exemple, où ils arrivent et les groupes armés terroristes demandent à ce que les gens démantèlent le corps qui ne veut pas avoir de corps dans la localité. Et cela, souvent, se passe mal. Donc, par exemple, on prend le cas de Solane. Vous avez vu qu'on a eu, c'est l'une des attaques terroristes les plus meurtrières du Burkina Faso. On a eu plus de 160 personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque. Désiré? Désiré? Je crois qu'on a encore perdu Désiré. Donc, nous allons très rapidement alors répondre aux questions. Donc, je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Néanmoins, nous allons nous efforcer de répondre quelques-unes. Déjà, je pense que 4 d'entre elles ont été déjà répondues par nos panélistes. Là, je m'avais posé cette question à Marcena, donc une question de Brad qui demande how do speakers think the downstream industry specialist standard setting and certification organization can give meaning to lean in due diligence? What more should they be doing with information like the provided in this report and with organization on the ground in producing countries? Marcena? Thank you. And thank you for the question and joining us this morning. So I think with lean in due diligence, it's really important to recognize with responses that not necessarily every single actor or stakeholder who's part of the ASGM conversation has the same motivations or goals. Downstream consumers, refineries, jewelers, banks, that sort of thing, will have different priorities and objectives than states will. And even within the development community, you have the Mercury, the Minamata actors, we have illicit financial flows actors, child labor, environmental damage, and then you also have the states that are trying to maximize rents or improve development. And so I guess what I'm trying to say is that what we've seen with a lot of standards or certification regimes in the past is that they've made supply chains more transparent or secure without necessarily delivering benefits on the ground to local communities. There's been, I think, a real disconnect there. And I think that's probably not necessarily because anyone's the bad guy, but it's more of just not recognizing we all have different priorities. And so I think what it means with this lean in due diligence and engaging with the downstream industry, and I think we have seen a shift with the global conversations around this and some of the actions we've seen around due diligence schemes and by major organizations who are leaders in this field is the recognition of these things. And I think dialogue is shifting that way, which I think is progress. And so when we're talking about lean in due diligence, I think we need to have conversations around what are our priorities, what does this mean, and recognize where they are in alignment and sometimes where they're not, and what needs to be done to overcome these challenges. For example,
sometimes downstream consumers may not be able to buy any gold that's produced with any sort of mercury. And so how do we, but not using mercury is a very, very difficult thing for miners to do. And barring that gold out of supply chains essentially prohibits a large part of the informal sector from engaging. And so what we need to be doing with lean in due diligence is recognizing these different priorities, the different barriers, and finding, I think, common ground and innovative solutions to overcome them. And I think perfect can be the enemy of good here. And we need to find, I think, flexibility within reason, or and this is going to require very strong engagement, probably on a micro level, with different mine sites or policymakers or that sort of thing, to enable this. And it is going to take a lot of work, but at the same time, as I hope this presentation and the work of a lot of others in the sector has shown, this is a really important sector, not just from the volume of gold it's producing, but also as a livelihood option and the impact it's having on fragility and stability in some of these regions that we are watching and concerned about. So I hope that's a little bit helpful in answering the question, and I'm always happy to discuss further. Merci beaucoup, Marcina, pour ces réponses. Donc, nous allons très rapidement prendre une toute dernière question. Donc, de Sven Richter, qui demande, donc, previous reports have recommended that Sahel states should take steps to develop a certification mechanism reflecting on OECD due diligence guidance for responsible supply chain of minerals. This could draw inspiration from the regional certification mechanism established by the International Conference on the Great Lake region to curb financial assistance to armed groups. What would be advantages and disadvantages of such solution? Would it be possible to certify good supply chain? Avant peut-être de donner la parole à donc Kadi, je vais très rapidement répondre à Lebohang qui demande si donc cet événement est enregistré et sera disponible en ligne. Je dirais oui. Donc vous pourrez retrouver donc cette session en ligne donc sur le site web de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Kadi pour répondre à la question de Sven. La parole est à vous, Kadi. Yeah, thanks for the question, and it's a good question. And can you hear me okay? We can hear you very well, Katie. Okay, perfect. Go ahead. Yeah, I think this is something that we've looked at and discussed as well, because we were quite heavily involved in the regional certification mechanism in the Great Lakes region, and assisting in developing it. I think one of the challenges with that mechanism that that was developed is essentially the requirements were simply too high for the realities of most actors in you know, and that mechanism applied to the 3 Ts as well as gold, which are also very fundamentally different in terms of how those supply chains operate and those actors that are involved in them. And so I think there was some recognition amongst those working within that mechanism that the standards were too high, and also that the states involved in implementing it did not have the resources or the infrastructure to adequately implement it. So for you know, a quick example is that under that mechanism, there were supposed to be, you know, annual mine site visits to essentially validate that those mine sites were conflict-free and appropriate for sourcing. But of course, the government in Congo didn't have the resources to actually do that in any kind of regular basis. And so you ended up with a lot of artisanal mine sites that were conflict-free, but because they hadn't actually been validated as conflict-free, then they were kind of considered, you know, red sites and that you couldn't source from them. And so
I think that there needs to be a reflection as in terms of the actual capacity. And I also think that, prior to moving towards a certification mechanism, which, Marcina just elaborated to some of the challenges around that in terms of, sort of aiming towards perfection is not necessarily the best approach here. I think that we need to go back to basics a bit in terms of what is in the OECD due diligence guidance, which really focuses on, those really, really egregious, instances in terms of conflict financing and involvement with armed groups and some of the very worst forms of child labor or human rights violations. And really focus on trying to make sure that those are not, areas that are being sourced from, but to not, hone in on other issues like mercury usage or, those types of things, or the formality of the actors in the supply chain, because the OECD due diligence guidance does give a lot of flexibility to try to make sure that, we're not alienating, groups of miners or traders or whatnot that are doing their best under the situations that they're working under. And so I think I would think of that as maybe a precursor for efforts. But I think the other, point around the creation of the ICGLR, which was sort of this broader, multi-state body that had a much higher focus on peace and stability in the region, not solely on conflict minerals, I think really also does lend well to the recommendation in the report around peace and stability strategies. And so, that type of, creating a type of body like that, or incorporating that into existing bodies could at least be a starting point to start having some of those discussions as well. Merci beaucoup, Kadi, pour la réponse. Je crois que le temps qui nous a été imparti a été largement dépassé, et permettez-moi, avant de refermer cette session, de remercier vivement nos panélistes pour leurs excellentes interventions. Merci également au public pour votre présence et les pertinentes questions que vous avez posées. Un petit rappel, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à consulter les rapports déjà disponibles en ligne, ainsi que nos autres travaux sur l'Afrique de l'Ouest sur le site web de GI-TOC. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée et à très bientôt. Au revoir.